Minasan konnichiwa. Bienvenue dans la salle d'attente de FF7-R3, le troisième et dernier chapitre de la retrilogie de FF7. Dans cette vidéo, on va se pencher sur l'épisode que je considère comme étant le tournant majeur du scénario principal de FF7 et qui fait suite assez rapidement à la mort d'Aerys qui conclut Rebirth, la première venue de l'équipe au cratère nord. Petit rappel, le cratère nord est le lieu le plus à l'extrême nord, de la mapmonde de Gaïa, l'univers de FF7, qui est constitué d'un cratère. Ah bon ? Si, je vous jure. Cratère qui fut créé par la chute d'une sorte de météore, très certainement les restes d'une planète qui a servi de vaisseau à Genova pour atterrir sur Gaïa. Cet impact a profondément blessé la planète qui concentre depuis lors une immense quantité d'énergie Mako pour se guérir. Quand on pense que Genova est arrivé sur Gaïa au temps des anciens, c'est dire comment la planète galère à se remettre de son arrivée. C'est surtout à la fois le lieu où repose le corps de Sephiroth depuis qu'il a été balancé rageusement dans la rivière de la vie par Cloud après le massacre de Nibelheim, et le lieu supposé où se situerait la fameuse Terre Promise, mentionnée par les anciens, et qui hante les rêves de Rufus et de Feu son papa. Donc pour résumer, le cratère nord, c'est pas n'importe quel lieu. Et ce qui va s'y passer n'est pas anecdotique non plus. Dans FF7, la première venue au cratère nord est un moment pivot du scénario principal. On est à peu près à la moitié du jeu, la phase d'exploration de la map est quasiment achevée, de même que la sympathique balade de nos protagonistes qui partaient découvrir le monde sans trop de drame, si on accepte un épisode un poil corsé pour Barrett et le shish kebab le plus connu de l'histoire du jeu vidéo. Bien sûr, des graines d'obscurité avaient été semées au préalable. La fragilité mentale de Cloud et la violence qui pouvait en résulter avaient été abordées dans le Temple des Anciens, ainsi que la capacité de Sephiroth à soumettre entièrement Cloud à sa volonté, lui faisant donner la Materia Noire à l'un de ses clones ayant pris son apparence. La mort d'Aerys nous indiquait assez brutalement que la rigolade était finie, et le cratère nord est le point culminant de cette phase où le jeu bascule définitivement du côté obscur de la force. Après la traditionnelle phase donjon, à l'issue de laquelle l'équipe de Cloud récupère la Materia Noire, on assistait à un épisode où Sephiroth faisait encore une fois perdre les pédales à Cloud. J'y reviendrai plus tard. Par la suite, Avalanche et quelques grands pontes de la Shinra, Rufus, Hojo et Scarlet, se retrouvent au centre du cratère, lieu supposé de la Terre Promise, où se concentre effectivement une énorme quantité d'énergie Mako. Là, l'équipe découvre enfin le corps du vrai Sephiroth, qui repose dans un œuf de Mako au sein d'un arbre qui rappelle l'origine de son nom, à savoir une référence à l'arbre Sephiroth de la Kabbale juive. À partir de là, Cloud, qui a complètement perdu foi en sa propre humanité, donne la Materia Noire à Sephiroth, au vrai cette fois. Celui-ci s'éveille, invoque le météore pour détruire la planète, qui rétorque en invoquant ses gardiens sous la forme de 5 créatures géantes, les fameuses armes. Avalanche et la Shinra s'échappent de justesse grâce au vent, l'arbre de Mako se dissout et Cloud disparaît dans la rivière de la vie. À la fin de cet épisode, on a perdu le héros. Le méchant possède une arme de destruction massive, la planète est très fâchée, et on apprendra plus tard que l'équipe de nos héros est disloquée et que Barrett et Tifa n'ont été sauvés que pour être publiquement condamnés à mort afin de servir de bouc émissaire pour calmer les esprits et les faire passer pour responsables de la situation dans laquelle se trouve le monde. Bref, c'est la merde. Vraiment, la merde. J'avoue avoir fait partie des personnes qui, avant la sortie de Rebirth, pensaient que l'épisode du cratère nord aurait constitué la fin idéale de la deuxième partie. Non pas que la mort d'Aerys ne faisait pas une bonne fin, mais c'est surtout que l'après-cratère nord faisait un très bon début de troisième partie, tant la situation du groupe change radicalement à ce moment. On aurait pu démarrer le jeu par une lumière aveuglante dans la peau de Tifa qui reprend ses esprits à Junon et prend conscience de la situation désastreuse dans laquelle l'équipe se trouve, et l'épisode 3 aurait été l'épisode de la résolution des problèmes. Avalanche rassemblement, plus super aéronef ultra turbo, et bim, résolution du conflit interne de Cloud, et des conflits externes avec les ennemis de la planète, la Shinra, Genova, Sephiroth, Météore et tutti quanti. Et quand j'ai joué à Rebirth pour la première fois, j'ai vraiment pensé qu'ils avaient en fait fait le choix de mixer le cratère nord avec le Temple des Anciens, en raison de quelques similarités entre les deux. Tout d'abord, la situation géographique du temple, qui est désormais situé à l'extrême nord de la carte.
Ensuite, les vagues d'énergie Mako qui balayent les troupes de la Shinra et qui rappellent celles qui sont présentes dans le cratère nord. Certaines des armes ont déjà été introduites à Corel, puis à Gongaga. Même si ce ne sont pas les armes iconiques Diamant, Ultima, Émeraude, Rubis et Saphir, dans FF7, nous découvrions leur existence seulement à la fin de l'épisode du cratère nord. Ça fout les poils à chaque fois, hein. Un autre élément majeur et déclencheur de l'épisode du cratère nord est l'utilisation de Tifa par Sephiroth pour atteindre Cloud et lui faire perdre pied mentalement. Alors là, on va faire un aparté, car on va pas se mentir, c'est un peu le bordel avec Sephiroth. Si l'on reprend le jeu d'origine, nous ne rencontrons physiquement Sephiroth qu'à 2 reprises et dans un seul endroit, au cratère nord. Pendant l'épisode où nous parlons présentement, et par la suite, Sephiroth restera dans le cratère dans l'attente de la chute du météore. Autrement dit, toutes les autres incarnations de Sephiroth sont en fait les cellules de Jenova que possèdent les hommes en noir, qui sont activées pour prendre l'apparence de Sephiroth. J'ai longtemps pensé que ces cellules étaient plutôt activées par Jenova elle-même. Mais en revenant sur le jeu d'origine pour les besoins de cette vidéo, j'ai plutôt compris qu'elles sont activées par Sephiroth, qui semble posséder un Bluetooth surpuissant grâce à la concentration de Mako dont il s'abreuve au cratère nord. Cependant, à certains moments, ces avatars de Sephiroth laissent la place à Jenova. Cela semble n'être le cas que lorsqu'ils sont en possession d'un morceau du corps de la calamité des cieux. Néanmoins, je reste un peu perdu, et c'est encore pire dans la retrilogie. J'ai bien essayé de compiler des infos pour m'y retrouver, mais c'est pas simple. Aussi par commodité, j'appellerai ce personnage d'avatar de Sephiroth produit par les cellules de Jenova, Sephinova. À ce sujet, je vais me permettre encore une digression, et cette fois-ci à propos de la prédiction de Keiichi au Gold Saucer. Lors de sa première rencontre avec ce personnage, Cloud va lui demander son aide dans sa traque de Sephiroth. Et au bout de plusieurs essais, le chat 10 heures de bonne aventure va lui faire la prédiction suivante: tu trouveras ce que tu cherches, mais tu perdras ce qui t'est le plus cher, ou quelque chose dans le genre. J'ai le sentiment que pour presque tout le monde, ça fait référence à la mort d'Aerys. Et c'est peut-être ainsi qu'il faut effectivement le comprendre. Mais pour moi, à la Cité des Anciens, ce n'est pas Sephiroth que l'on rencontre, mais encore une fois, Sephinova. À ce moment, le vrai Sephiroth est toujours dans son œuf de Mako, et je vois pas en quoi le Sephinova que l'on affronte après la mort d'Aerys est différent de celui qu'on affronte sur le bateau en route vers Costa del Sol, par exemple. À mon sens, c'est bien au cratère nord que Cloud trouve ce qu'il cherchait, à savoir le vrai Sephiroth. Et ce qu'il perd à ce moment, eh bien, c'est lui-même. C'est sa propre humanité. J'avoue que mon interprétation tient moins la route dans la retrilogie, car autour de la mort d'Aerys, selon moi, on rencontre bien Sephiroth en personne. Sous sa forme angélique au Temple des Anciens, ça ne semble plus être un clone, et aussi dans l'Entremonde, après coup. Mais je me suis dit que ça ne mangeait pas de pain de partager ma réflexion néanmoins. Pour l'instant, je pars du principe que ce personnage de Sephinova est toujours présenté, soit auréolé d'une aura violette qui rappelle évidemment la couleur de Jenova et de son miasme, soit par transition avec une sorte de Gizit qui figure une transformation, soit en présence d'hommes en noir ou soldats en phase de dégénérescence qui servent de support à la transformation, et dans l'idéal, les trois à la fois. Si on y regarde de plus près, une immense partie des interventions de Sephinova dans Rebirth sont liées à des moments qui impliquent directement Tifa. À Calme,
Tifa propose à Cloud de s'entretenir en tête-à-tête avec lui dans le but d'éclaircir leurs divergences de souvenirs quant au massacre de Nibelheim et pour savoir où était Cloud pendant les 5 ans qui les séparent de leur rencontre inopinée à Midgard. L'homme en noir qui est présent est Broden. L'intervention de Sephinova sera de faire croire à Cloud que la vraie Tifa est morte 5 ans plus tôt et que la Tifa qu'il côtoie depuis Midgard n'est pas la vraie. La manipulation de Sephinova fonctionnera en semant le doute dans l'esprit de Cloud qui sous-entendra, sans trop l'assumer, que Tifa est une imposteur. Blessée, Tifa confrontera Cloud d'une manière beaucoup plus accusatrice et agressive que prévu, ce qui générera une absence de réponse et une distanciation des personnages. Sur le bateau, en partance pour Costa del Sol, Sephinova lance une attaque sur le bateau en utilisant les hommes en noir présents à bord. IL explique à Cloud sa capacité à pénétrer l'esprit des gens pour y trouver des personnes marquantes, positivement ou négativement, afin d'en prendre l'apparence. Bien que le visuel nous indique très clairement qu'il s'agit plutôt de Genova, IL parle à la troisième personne sous l'apparence de Sephiroth, son objectif étant de consolider son idée que Tifa est en réalité une incarnation de Genova. Ne te laisse pas avoir. L'anglais est plus direct. Don't let her fool you. Ne la laisse pas t'avoir. Un « la » qui peut évoquer à la fois Genova et ou Tifa dont elle aurait pris l'apparence. À Corel, dans le cabinet du docteur Sheran, cabinet qui est, je le rappelle, blindé d'hommes en noir, Cloud a désormais une preuve irréfutable que ce que Tifa lui a raconté sur sa survie est vrai, puisque le médecin qui l'a soignée la reconnaît et va même ajouter des détails sur son transfert à l'hôpital de Midgard. Sephinova intervient en amont pour rappeler à Cloud qui elle est son unique vérité. À Gongaga, Cloud, intoxiqué par la Mako et grandement affaibli, subit une montée d'adrénaline en voyant Tifa en danger de mort et se précipite pour la sauver, bien que n'étant pas en pleine possession de ses moyens. Sephinova apparaît pour profiter de la situation, en enjoignant Cloud à se laisser habiter par sa colère pour vaincre ses ennemis, et en profite pour prendre un contrôle mental sur Cloud sans précédent, le faisant combattre sauvagement avec les techniques de Sephiroth. Nota bene, l'ironie de cette scène, c'est que Cloud est enfin devenu celui qu'il voulait être, à savoir l'égal de Sephiroth capable de protéger Tifa. Il incarne enfin son propre idéal, le but de sa quête de soldat. Et cela montre à quel point il était dans l'erreur, car cela ne fait en rien de lui le héros qu'il rêvait d'être, et Tifa lui avouera plus tard que le héros qu'elle voyait en lui, c'était ce gosse de 8 ans qui a bravé la montagne pour tenter de l'aider, alors que c'est précisément ce que Cloud considère comme l'échec fondateur qui le déprécie aux yeux de Tifa et de lui-même. Je mérite pas tant d'éloges. Ben si, couillon, si, puisqu'elle te le dit. Bref, à l'issue, lorsque Tifa revient pour aider Cloud à reprendre ses esprits, Sephinova revient à la charge pour le faire douter et tenter de tuer Tifa. Tifa est alors confrontée à nouveau à Sephiroth dans le livestream pendant le combat des armes et des fileurs blancs contre Sephinova et ses fileurs noirs. On verra même Sephinova transpercer la méga matéria qui protégeait Tifa de l'intoxication Mako, qu'aurait provoqué une connexion directe avec la rivière de la vie. Alors, comment Tifa peut entrer dans une matéria géante, y respirer et ne pas subir les effets de la Mako en sachant que la matéria est un condensé de Mako? Mystère. Mais apparemment, c'est le cas. Est-elle la cible directe de l'attaque ou un dommage collatéral? On ne sait pas exactement. Mais bien qu'elle parvienne à ne pas être touchée directement par la lame, dès lors que la paroi de la méga matéria est brisée, laissant entrer la Mako et la mettant par là même en danger de mort, Sephinova passe à autre chose et entreprend de blesser l'arme directement. Et personnellement, j'ai du mal avec l'argument « Sephiroth est trop fort pour Tifa, s'il avait voulu la tuer, il se serait pas raté ». Je veux dire, le niveau de badassité de Tifa dans cette retrilogie me laisse penser que, même si elle ne serait pas en mesure de se faire fifi à elle toute seule, elle est largement capable de lui péter quelques dents en passant. Ce que j'adorerais voir d'ailleurs. Bref, Sephinova semble bien décidée à éloigner Tifa de Cloud pour pouvoir à loisir exercer sa manipulation. Ce fait est encore appuyé au moment du coma de Tifa qui est aidé par les personnes qui lui ont donné de la force. Barrett, Zangan, Dr. Sheran et Aerys. Sauf Cloud qui s'éloigne d'elle à la suite de Sephiroth qui ajoute « tes mots ne peuvent plus l'atteindre ». Une scène qui rappelle pour beaucoup la scène qui conclut l'épisode du cratère nord justement, où l'on voit Cloud partir dans le noir et Tifa qui reste impuissante et désemparée, ne pouvant plus l'atteindre.
Pendant une bonne partie du jeu, il semblerait néanmoins que Tifa gagne la bataille. À la suite de cet épisode, Cloud et Tifa se rapprochent à nouveau. Ils peuvent même se rapprocher beaucoup selon le choix du joueur. Blague à part, le plus important étant que Cloud se confie à Tifa à plusieurs reprises. À Kalm, à Gongaga, à Nibelheim, le dialogue semble enfin être noué. Et surtout, la confession de Cloud quant à ses problèmes d'identité est bien plus précoce. Dans FF7, cette confession prenait place pendant l'illusion de Nibelheim, au cratère nord. De plus, Tifa, ayant désormais connaissance d'avoir été protégée par Cloud pendant leur enfance, va désormais se dédier à sa protection et le soutenir dans sa recherche de souvenirs et sa lutte contre ce qu'il considère être sa dégénérescence de soldat. Le combat semble gagné pour Tifa, jusqu'au Temple des Anciens, où Cloud sombre dans l'obscurité, et l'on voit Tifa devenir de plus en plus impuissante face à l'emprise grandissante de Sephiroth. À la fin du jeu, Tifa ne parle plus. Le dialogue est brisé, et elle semble démunie et désemparée face à un Cloud violent, instable et dénué d'émotions apparentes face à la mort d'Aerys. Le fossé se creuse à nouveau. Tout ceci étant posé, on va d'abord se demander pourquoi Sephiroth se donnerait tant de mal pour séparer Tifa de Cloud, et surtout, est-ce que cela est vraiment nouveau ? Ma réponse est parce que Tifa est un peu comme la béquille psychologique de Cloud qui empêche la manipulation de ce dernier, et oui, c'était déjà présent dans FF7. Où ça ? Au cratère nord, bien sûr. Pour le comprendre, nous allons enfin revenir à notre épisode du cratère nord dans le jeu d'origine et analyser en détail la scène du flashback de Nibelheim. Après la phase typique exploration du donjon, Cloud et son équipe, qui à ce moment du jeu contient obligatoirement Tifa, sont projetés dans une illusion. On voit d'emblée que Cloud est extrêmement conscient du danger que représente Sephiroth et ne semble pas s'en émouvoir. Il considère ce qu'il est en train de vivre comme une illusion de Sephiroth destinée à le tromper, il en est parfaitement conscient et est bien décidé à ne pas tomber dans le panneau. Dès lors que Sephinova montre l'absence de Cloud, ce n'est pas ce dernier qui perd pied, mais bien Tifa. Et pour cause, ce que Sephinova est en train de montrer à Cloud n'est pas un mensonge, mais une vérité tronquée, la vérité de Tifa. À ce stade, les paroles et la gestuelle corporelle, le fameux haussement d'épaule caractéristique de Cloud, sont sans équivoque, il s'en tape. Finalement, Cloud décide de confronter Sephinova sur le but de cette manœuvre, ce à quoi celui-ci lui répond vouloir lui rendre sa vraie identité, celle d'un clone fabriqué de toutes pièces à partir des souvenirs de Tifa et des cellules de Genova. La réaction de Cloud ne change pas. Il n'est pas spécialement affecté, il s'en fout. Mais Tifa, elle, se met à paniquer. Et là, le changement s'opère à ce moment. Ce n'est plus à Cloud, mais à Tifa que Sephinova s'adresse en la menaçant de montrer ce qui est dans son cœur. Tifa ne répond pas, et là, Sephinova disparaît carrément. Ien n'a même plus besoin de s'embêter, le saccage va se faire tout seul, via Tifa. Déjà, en termes de langage corporel, la différence est flagrante. À mesure que Cloud commence à comprendre que Tifa ne peut plus valider ses souvenirs, le corps de Cloud s'affaisse, comme pour signifier son affaissement mental. Et on va bientôt comprendre pourquoi. Dans FF7, c'est la première fois que Cloud parle autant à cœur ouvert, et l'on sent bien qu'il s'accroche au soutien de Tifa, qu'il veut y croire jusqu'au bout. On comprend à ce moment qu'elle est comme la béquille qui lui permet d'avancer. Mais là, bim, le couperet tombe. Tifa ne peut plus soutenir Cloud, elle ne peut pas lui donner la confirmation qu'il attend. Et voilà, la béquille vient de sauter, Cloud a perdu son équilibre mental, Sephinova revient achever le travail. Et d'emblée, on constate une différence. Sephinova mentionne directement Tifa, qui est désormais son médium pour atteindre Cloud. Elle utilise toujours les mêmes arguments qu'auparavant, mais s'appuie désormais sur Tifa pour valider ses propos. Cloud s'accroche jusqu'au moment où ça craque. Cette image de Tifa qui tourne littéralement le dos à Cloud est parlante. Le lien est rompu. Cette perte de foi en son humanité est accentuée par Hojo, qui vient confirmer la théorie selon laquelle Cloud est un clone de Sephiroth fabriqué par ses soins. A priori, Hojo devrait savoir que Cloud ne fut pas fabriqué de toutes pièces par lui. Mais est-ce son ego surdimensionné et son esprit tordu qui lui font penser que Cloud est devenu sa création, ou simplement parce que sa mémoire lui fait défaut ? Je veux dire, le mec fait des expériences sur tout et n'importe quoi depuis des années, on peut pas lui en vouloir s'il se mélange un petit peu les pinceaux à un moment donné.
Toujours est-il que son mépris affiché et le fait qu'il valide les propos de Genova vont avoir un effet totalement dévastateur, car ça fera sauter le dernier boulon mental de Cloud, provoquant son effondrement total. Oh bon Dieu, ça fait mal à chaque fois. En parlant de Cloud, Rebirth apporte a priori un changement majeur dans son traitement pré-cratère nord. Déjà, à la fin de Rebirth, Cloud a, on ne sait trop comment, récupéré, si ce n'est là, au moins une Materia noire. Donc, plus besoin de la reprendre à un clone / Genova. Mais surtout, dans FF7, juste avant le cratère nord, Cloud est parfaitement et ouvertement conscient de sa faiblesse mentale. Au Temple des Anciens, sous l'emprise de Sephiroth, il a agressé Aerys et donné la Materia noire à l'ennemi. Il a manqué de tuer Aerys à l'hôtel de la Cité des Anciens. Il se sait manipuler et en parle ouvertement à ses compagnons. Dans un premier temps, il refuse d'ailleurs de les accompagner à la poursuite de Sephiroth, en raison de cette fragilité, et prend ses précautions, par exemple la décision de confier la Materia noire à l'un de ses compagnons. De plus, il a vécu de plein fouet la mort d'Aerys. À la fin de Rebirth, Cloud est dans le déni absolu. Il a violenté Tifa, tout comme Aerys, il a donné la Materia noire à Sephiroth. On l'a vu avoir des accès de violence extrêmes au vu de tous ses compagnons, mais contrairement à FF7, il agit comme si de rien n'était. De plus, il est dans le déni total en ce qui concerne la mort d'Aerys qu'il est persuadé d'avoir sauvée. Tout comme dans le jeu originel, ses compagnons décident de lui faire confiance malgré tout. Mais c'est beaucoup moins compréhensible, car Cloud ne fait rien pour mériter cette confiance. Seuls les liens forts entre les coéquipiers qui ont été développés tout au long du jeu donnent un semblant de sens à cette situation, mais ne parviennent pas à la justifier complètement. Le comportement de Tifa, qui semble totalement stupéfaite vis-à-vis de Cloud, le prouve bien. Tifa, que l'on a vu soutenir Cloud envers et contre tout, même lorsqu'il essaye de la zigouiller, semble totalement sidérée. Il est donc probable que nous abordions le cratère nord de la retrilogie avec un Cloud dans une disposition psychologique et un équilibre, ou plutôt un déséquilibre de groupe totalement différents. Et justement, moralité de tout cela, il est assez probable que l'on vive un épisode du cratère nord un peu différent de celui que nous avons connu. Dans sa forme, mais peut-être pas dans le fond. Déjà, premier changement potentiel, quand cet épisode aura-t-il lieu ? Si l'on suit la trame de FF7, après l'épisode de la Cité des Anciens qui se conclut par la mort d'Aerys, le groupe se dirige vers le cratère nord en passant par le village glaçon. Or, d'une part, à la fin de Rebirth, le groupe est revenu dans les plaines pour réparer le Tiny Bronco et dispose donc d'un moyen de locomotion aérien. Par rapport à FF7, le village fusée ou encore le Wutai, dont je doute qu'il soit encore optionnel, n'ont pas encore été visités par le groupe. On sait que Cloud souhaite pourchasser Sephiroth au nord, mais rien ne dit qu'on aura à s'y rendre dès le début. J'avoue être assez dubitative sur l'adéquation entre l'utilisation précoce d'un moyen de locomotion qui permet d'explorer le monde dans n'importe quel ordre et l'obligation de suivre un scénario tracé. Mais je ne détaillerai pas mes réflexions ici car j'ai en tête d'en faire une vidéo dédiée. Si on nous refait le coup des... Non, des vagues de Mako. Ah, quoique, c'est un peu pareil. Ça fera un peu déjà vu. Surtout qu'on a déjà une longue phase de gameplay pour les éviter dans le Temple des Anciens. Et si l'on considère que la poursuite de la Materia Nord n'est plus d'actualité, il n'est donc pas impossible que le donjon du cratère Nord n'ait plus tout à fait la même structure. Même si je trouve que ces tornades au cratère Nord accentuaient la présence forte de Mako et surtout son aspect sauvage et dévastateur. On sentait vraiment qu'on arrivait au cœur d'un noyau d'énergie brute et ça rendait le lieu super impactant. En fait, on pourrait penser que tous les éléments qui étaient choquants et participaient à l'impact de l'épisode du cratère Nord dans le jeu d'origine ont déjà été abordés. Dans le jeu d'origine, le cratère Nord était impactant car on découvrait énormément de choses à ce moment du jeu. Le fait que Cloud se savait depuis un bout de temps perturbé mentalement, c'était nouveau. L'absence de Cloud à Nibelheim, c'était nouveau. L'importance réelle de Tifa pour Cloud, c'était nouveau. La vraie connexion de Cloud avec les hommes en noir, si je ne me trompe pas, c'était nouveau. Les armes, c'était nouveau. Aussi, on pourrait avoir tendance à penser que l'épisode du cratère Nord ne sera pas aussi impactant qu'en 97. Mais je ne parierai pas là-dessus, maintenant que nous sommes un peu plus au fait de la façon dont Square Enix gère cette retrilogie.
Jusqu'à présent, les twists choquants de naguère ont été le plus souvent remplacés par une construction narrative progressive et les effets de surprise ont été déplacés. Si je reprends l'exemple de Tifa, parce que oui, j'aime bien parler de Tifa, dans FF7, la teneur réelle de la relation entre Cloud et Tifa n'est pas vraiment développée pendant toute la première moitié du jeu. On sait qu'ils se connaissaient pendant leur enfance, on connaît la promesse, on sait que Tifa cache quelque chose à Cloud, mais c'est à peu près tout. Du coup, quand Cloud avouait à Tifa « Seule ton opinion compte », c'était un choc. Mais ce qui fonctionnait dans un jeu à l'ancienne ne peut plus fonctionner avec un jeu réaliste qui plus est en 3 parties. Si pendant 2 jeux entiers, avec l'acting, les cinématiques, l'accent qui est mis sur les relations entre les personnages, il ne se passe aucune interaction, aucune alchimie entre Cloud et Tifa, si tout à coup Cloud balance « Seule ton opinion compte », on aura l'impression que ça sort de nulle part. C'est pourquoi la retrilogie te fait bien comprendre que Cloud et Tifa, c'est important. De même, lorsque Cloud dit à Tifa « Tu as été si bonne pour moi », en 97, on voit pas trop de quoi il parle. Ce coup-ci, on sait. C'est Tifa qui trouve un appart gratos à Cloud à son arrivée à Midgar, qui l'aide à se faire un réseau, qui lui trouve du boulot, c'est elle qui le soutient à chacune de ses crises, dans ses moments de doute, qui le conforte dans ses capacités. Si demain Cloud dit à Tifa « Tu as été si bonne pour moi », non, pas comme ça. On saura pourquoi. Pour les gens qui n'ont pas connu le jeu d'origine, leur relation est cohérente. Et pour les anciens joueurs, la surprise se situe désormais dans la façon dont est développée et montrée la relation. Pour les anciens joueurs, la surprise c'est plus « Ah bon, Tifa est super importante pour Cloud », mais plutôt « Quoi ? Que là ? Est-ce que c'est moins impactant ? Moins surprenant ? Mais non. J'ai pour un coup là. Oh putain de merde. Pas pour moi. Et puis, les surprises arrivent également par les insertions d'éléments inattendus qui sont déplacés, utilisés autrement, approfondis, ou par l'inclusion de personnages issus du lore étendu de FF7. Pour cette partie, j'en vois un potentiel sur lequel je mettrai pas ma main à couper, mais qui me semble plausible. Si on part du principe qu'Aerys est belle, et bien morte, ou qu'elle est morte dans la timeline principale, mais qu'elle n'est pas morte dans la timeline du fanservice qui va de toute façon disparaître avec les autres, donc a priori, ça revient au même, il va bien falloir à un moment donné que Cloud affronte cette réalité. Choupinette n'est plus. Or, dans cet épisode du cratère Nord, Cloud est supposé perdre complètement les pédales. Il y a le facteur Tifa dont on a déjà beaucoup parlé, mais il se peut qu'on y ajoute le facteur Aerys. Voire le facteur Aerys comme élément de cassure supplémentaire de la relation Cloud-Tifa. Et non, pas à cause de ça. Et quoique, on n'est pas certain de ce que Tifa voit réellement à la mort d'Aerys. Est-ce qu'elle pense que Cloud l'a tué ? Est-ce qu'elle voit juste la scène de la mort ? Est-ce qu'elle voit les 2 timelines qui se superposent ? Toujours est-il qu'elle n'a pas l'air super fan de la réaction de Cloud par la suite. Yup. Sounds good. Il est donc possible qu'à un moment, elle le confronte sur le sujet. Cloud réalisant qu'Aerys est morte, son chagrin, son sentiment d'échec, et la confrontation avec Tifa qui pourrait en résulter, pourrait être une bonne combinaison pour exploser la bulle de déni dans laquelle Cloud s'est enfermé à la fin de Rebirth, et lui faire perdre totalement pied. Pour terminer, je dirais qu'à mon avis, l'un des enjeux principaux de ce passage dans FF7R3 pourrait être de répondre à 2 questions qui restent en suspens depuis Remake. Faire un point sur Sephiroth et son objectif, et sur la Materia Noire. Parce que comme je l'ai dit plus tôt, pour l'instant, c'est un peu le bordel tout ça. Déjà, entre tous les Sephiroth. Entre Sephinova, le One-Winged Angel Sephiroth qui a déjà fini FF7 et qui joue aux échecs cosmiques avec Aerys, le Sephiroth qui apparaît dans l'esprit de Cloud, et peut-être encore un Sephiroth physiquement endormi au cratère Nord, ça fait beaucoup. Quant à la Materia Noire, c'était plus simple dans FF7. Cloud donnait la Materia Noire à l'issue du Temple des Anciens à un clone de Sephiroth. Le groupe l'a récupéré in extremis en battant Genova au cratère Nord, mais Cloud, qui avait sombré mentalement, l'a redonné cette fois à Sephiroth. Dans la retrilogie, ça donne
Sephiroth obtient une Materia Noire au Temple des Anciens, mais qui n'est qu'une clé qui doit permettre la fusion des mondes, qui est empêchée par Aerys. Mais finalement, Cloud possède une Materia Noire sortie de nulle part qu'il cache on ne sait pas trop comment dans son épée. Et est-ce que cette fois c'est la vraie ? Ça non plus, c'est pas super clair. Et on n'en a pas encore fini, car je me suis rendu compte pendant la production de cette vidéo que j'avais omis un détail assez capital sur le sujet, la réunion. Lorsque j'évoquais les similitudes entre le passage du cratère nord dans FF7 et celui du Temple des Anciens dans FF7 Rebirth, il y en a un que je n'ai pas évoqué, c'est la présence de Rufus Shinra et surtout de Hojo, qui exprime ses vues sur la nature de la Réunion et de ce qu'est à ses yeux la Terre Promise. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'intervenait qu'au cratère nord dans FF7. Dans Rebirth, la Terre Promise semble englober tout le continent nord, dont le Temple des Anciens serait en quelque sorte la porte d'entrée, si j'ai bien tout compris. À condition évidemment que la Terre Promise soit réellement un lieu physique, et non la métaphore d'un lieu plus spirituel. Mais la grande question c'est, qu'en est-il de la réunion ? Parce que dans FF7, c'est précisément pour assister à cette réunion que tout le monde se rassemblait au cratère nord. Sauf qu'à l'époque, la réunion consistait seulement en un rassemblement des clones de Sephiroth, porteurs des cellules de Jenova. À la base, Hojo pensait que les clones se rassembleraient autour de Jenova afin de reconstituer son être. C'est pour cette raison que le corps de Jenova avait été déplacé de Nibelheim à Midgar. Mais c'est finalement vers Sephiroth que se sont rassemblés les clones, et dans une certaine mesure, Jenova elle-même, qui s'évade de Midgar et voyage sous la forme de Sephiroth jusqu'au cratère nord. En faisant un sacré détour d'ailleurs. Et je me demande dans quelle mesure cela pourrait être un indicateur de l'emprise que Sephiroth peut avoir sur Jenova. Le rejoint-elle de son propre chef, ou est-elle irrésistiblement appelée elle aussi ? Dans Rebirth, on nous présente deux types de réunions. La première, qui est en tout point identique à celle de FF7, où il est question de la renaissance de Jenova, de l'appel du météore pour tout détruire, de se rendre maître de la planète et d'envahir d'autres mondes. La réunion, les graines de la calamité finiront par germer et elles s'efforceront de fusionner. Si la Materia Noire est utilisée, elle invoquera le météore. Le météore déchirera le ciel et il dévastera la planète. La vie sera pratiquement éteinte. Il ne restera plus que moi seul. Bientôt, le fils de Jenova deviendra enfin le maître de cette planète. Et son règne s'étendra à bien d'autres mondes. Mais il est également question d'une réunion qui consiste en une fusion des mondes, dont la Materia Noire du Temple des Anciens n'était que la clé. Là, on quitte l'idée des planètes colonisées pour parler de mondes qui fusionnent, pour briser le cycle de vie, mort, renaissance, et aussi de préserver, voire d'accentuer l'énergie vitale de la planète et non de la détruire. Réunion. Quand les mondes s'entremêlent et qu'ils fusionnent, des torrents de tristesse et de colère affluent, fortifiant ainsi la planète. Mais du coup, quid de la réunion au cratère nord ? Au final, Rebirth se termine par les hommes en noir qui se remettent en route et Cloud possède à nouveau une Materia Noire. Et il est clairement appelé à cette réunion. Aussi, je pense que la réunion telle qu'on l'a connue dans FF7 aura bien lieu. La réunion amorcée par Sephiroth au Temple des Anciens, qui n'avait peut-être pour but que de récupérer la Materia Noire, ayant été avortée, il se peut qu'il aille chercher de la puissance à la source, c'est-à-dire au cratère nord. Soit parce que c'est là que les clones sont appelés, soit parce que son corps physique repose là-bas, soit en raison de la blessure de la planète qui concentre l'énergie Mako, une énergie pervertie par Jenova. Et à mon avis, pour ces trois raisons à la fois. Mais ce qui reste obscur pour moi, c'est comment elle s'articule avec l'autre réunion. La simple présence de l'arc narratif des timelines qui s'axent autour de Zack, qui est toujours présent à la fin de Rebirth, me laisse penser qu'elle aussi est toujours d'actualité. J'aurais bien aimé l'idée d'une réunion Sephinova, celle de la fusion des clones du météore et de la destruction, et d'une réunion Sephiroth, celle de la fusion des mondes et de la régénération de la planète par l'énergie négative. Sauf que là...
le météore déchirera le ciel et il dévastera la planète. La vie sera pratiquement éteinte. Il ne restera plus que moi seul. C'est Sephiroth sous sa forme angélique et non Sephinova qui parle de la réunion du météore. Donc, les deux réunions semblent antinomiques. Mais on peut aussi imaginer qu'elles se complètent. Par exemple, la réunion des clones donne la puissance suffisante à Sephiroth pour provoquer la réunion des mondes, qui a pour but d'augmenter l'énergie de la planète, qui sera concentrée par la chute du météore, là où se trouve le corps de Sephiroth. Dans cette perspective, la deuxième réunion n'est en fait qu'un moyen d'augmenter l'impact de la réunion de FF7 et pas un nouvel embranchement scénaristique. En tous les cas, je pense que le cratère nord sera encore une fois un moment clé de réponse à ces questions. Je suis convaincue que l'épisode du cratère nord est voué à rester un moment pivot de l'histoire de FF7 trilogie, même si cette histoire est largement plus étendue que celle de l'original. La déchéance de Cloud, la rencontre avec Sephiroth, l'apparition des armes, l'importance même du cratère en tant que noyau d'énergie Mako et lieu de la réunion en font un moment iconique de l'histoire de FF7 et j'espère, je pense même, que FF7R3 lui rendra justice. C'est pourquoi j'ai choisi d'en faire mon premier sujet d'analyse et si vous êtes tombé sur cette vidéo et que vous l'avez regardée, eh bien merci à vous et j'espère que je vous aurai intéressé. Mais je ne saurais assurément être exhaustive sur le sujet et tout l'intérêt de partager mes réflexions est bien entendu de les confronter avec celles des autres. Alors n'hésitez pas à échanger votre point de vue sur ces questions. Si vous avez des éléments à confirmer, compléter ou même contredire ou simplement ajouter de manière constructive et bienveillante, évidemment. J'espère avoir le plaisir de vous retrouver sur de prochaines vidéos qui devraient porter sur la Buster Sword et le Wutai. D'ici là, portez-vous bien et surtout,